cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le Togo se prépare pour les élections régionales, des élections régionales réussies. Deux projets de loi portant modification de la charte des partis politiques et du code électoral étaient soumis à examen et adoption des députés ce mardi réunis, donc les députés réunis en séance plénière. Comment parvenir à réduire le prix des denrées sur le marché togolais? Le gouvernement s'en préoccupe et échange avec les grands commerçants importateurs du blé et de l'huile, entre autres. Les détails de cette discussion dans ce journal. Et puis, la variole du singe fait rage dans plusieurs pays. La pathologie a été détectée chez certaines personnes en Afrique et en Europe. Au Togo, le dispositif, aucun cas n'a été détecté, mais le dispositif d'alerte et de riposte est déjà mis en branle. Les détails dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Les députés étaient donc de nouveau, une fois encore en séance plénière ce mardi. Les deux projets de loi ont alimenté le débat. L'un portant modification de la charte des partis politiques et l'autre pour la modification du code électoral. Le compte rendu de cette séance plénière dans ce reportage de Marie-Ange Bida. Le nombre de fondateurs d'un parti politique. Il passe de 30 à 60. Les comptes annuels seront désormais présentés à la Cour des comptes. Également prise en compte la nationalité d'un fondateur de parti politique. Il doit être d'origine togolaise. Le second projet de loi porte modification du cadre électoral. Il retient la préfecture comme circonscription électorale. Sont appelés à siéger au conseil de la région les élus de chaque préfecture. Les deux textes étudiés ce jour sont la résultante des conclusions issues de 6 mois de discussion au sein de la concertation nationale des acteurs politiques CNAP, auxquels le NET et le PDP ont activement pris part. Il n'existe pas conséquent aucune objection majeure à leur adoption. La pertinence des nouvelles dispositions très innovantes est à saluer et constitue désormais le bréviaire d'existence de toute la classe politique existante et à naître. Il est fondamentalement impérieux, après plus de 3 décennies de notre apprentissage démocratique, de revisiter le texte fondateur des partis politiques dans notre pays. S'agissant du projet de loi relatif au code électoral, le projet de loi a le mérite de régler la question de la représentativité locale qui reste le cœur de la décentralisation. Ces deux textes modifiés, ayant suivi le même processus de rédaction que la monture originale, c'est-à-dire étant le fruit d'un travail collaboratif impliquant les différents acteurs politiques, nous estimons, comme membres de l'opposition parlementaire plurielle, qu'il y ait eu une harmonisation des principes électoraux. Les deux projets de loi convainquent. Les députés donnent leur quitus. Le gouvernement est rassuré. L'horizon s'éclaircit de plus en plus pour le Togo en marche vers les élections régionales. La CENI que vous avez permis de mettre en place va pouvoir entrer définitivement dans la préparation donc, des élections parce que le gouvernement va, dans les prochains jours, prendre le décret qui va faire la répartition des conseillers régionaux. Le deuxième test, il s'agit de la prise en compte intégrale des recommandations faites par la concertation nationale entre acteurs politiques. La nouvelle loi sur la charte des partis politiques, une proposition du cadre de concertation nationale des partis politiques. Signe qu'ils sont les animateurs du débat politique selon Yawadigori Tchegan. Pour la présidente de l'institution,
La représentation nationale s'est comptée sur le gouvernement pour mettre en œuvre au plus tôt les modifications apportées. C'est la toute première modification de la loi portant charte des partis politiques. La modification de la loi sur le code électoral fait suite à celle du 11 octobre 2021. Le Conseil permanent de concertation a tenu sa 3e réunion ce mardi à Lomé. Plusieurs sujets d'actualité étaient au programme de la rencontre, dont la mise en œuvre des recommandations de la coordination nationale entre acteurs politiques. Invité aux assises ce mardi, le général Damiam Yark. Le compte rendu avec Ekwi Salah. À la table avec les acteurs politiques, le général Damram Yark de la sécurité et de la protection civile. Il est l'invité de cette 3e réunion du Conseil permanent de concertation et pour cause. Le ministre est venu présenter aux acteurs politiques la situation sécuritaire au Togo. Il a surtout sollicité le rapport pour une lutte efficace contre l'extrémisme violent dans le pays. Les partis politiques ont été très impressionnés par la présentation qui a été faite. Il y a beaucoup d'échanges qui ont eu lieu pour permettre aux partis politiques de comprendre l'origine du problème et les mesures qui sont prises au niveau du gouvernement, tant à l'endroit des militaires, des forces de défense, mais aussi à l'endroit des populations. Ce que le ministre de la Sécurité nous a dit, c'est que tout le monde se considère comme un maillon de la chaîne de renseignement, que tout le monde considère que nous sommes en conflit généralisé contre ces groupes terroristes. Également à l'ordre du jour, la mise en œuvre des recommandations du cadre national entre acteurs politiques. À en croire le Conseil, les propositions formulées au gouvernement sont déjà exécutées à plus de 80%. Le CNAP, c'est 52 propositions qui ont été faites. Et aujourd'hui, on peut dire que 80% des propositions qui ont été faites sont abordées et ont été résolues. Les propositions liées au code électoral, les propositions liées aux manifestations publiques, les propositions liées à la charte des partis politiques, on vient de le voter, les propositions liées à la décentralisation. On avait insisté au niveau du CNAP sur la libération des détenus qui avaient été arrêtés dans le cadre des manifestations publiques. Nous avons eu beaucoup de plaisir de découvrir aujourd'hui que les 2 personnes qui restaient, qui avaient été incarcérées dans le cadre de ces arrestations, avaient été libérées par un décret signé par le chef de l'État. Le NET assure la présidence tournante du nouveau bureau du CPC jusqu'à fin juin prochain. À l'unanimité, les acteurs politiques ont une fois encore condamné l'attaque de Pepa Kandi. Ils appellent les populations à collaborer avec les forces de l'ordre et de défense. L'actualité de la vie chère et de la hausse vertigineuse des prix des denrées sur le marché préoccupe le gouvernement. Mais comment renverser la tendance? La question est posée et les acteurs de la chaîne de la commercialisation du blé et de l'huile végétale étaient conviés à un échange avec le ministre en charge du commerce. Le compte rendu avec Marie-Réna Beta et Sandra Adiagui. Cette rencontre initiée par le gouvernement fait suite aux spéculations constatées sur les produits de première nécessité dans les marchés de la place. Le ministre Joa Deje a invité tous les acteurs de la chaîne de commercialisation du blé et de l'huile à arrêter ces pratiques pour servir ces produits au coût indiqué à la population. La farine de blé, le prix a été fixé par l'État. Le ministre nous a retenu pour nous rappeler le plafond qui a été exigé par l'État et les mesures à prendre pour que cela puisse arriver vraiment au niveau de la boulangerie dans de bonnes conditions. Je ferai ma facture et remettre à mes interlocuteurs, quitte à eux de faire leur part. On a senti à lui vraiment toute son inquiétude face à la population togolaise. Et il veut vraiment y remédier à ce problème d'inflation des prix. Ils sont prêts à tout mettre en vigueur pour que vraiment la population togolaise puisse être bien épanouie. Et nous, commerçants, nous bien revendeurs de notre côté, on essaie juste de s'y mettre à la volonté du gouvernement. Ces arguments du ministre ont pu briser la résistance des producteurs grossistes et distributeurs d'huile végétale et de farine de blé. Je n'attends pas voir l'huile ici à Lomé qui se retrouve à 31 32 000. J'en veux pas. Et nous allons même, parce que nous connaissons les agréés, on va aller vérifier dans vos magasins. Si quelqu'un a de l'huile et qu'il en ferme, nous allons le sortir et le faire vendre. Parce que ces usines qui sont installées au Togo ont bénéficié de ce qu'on appelle des facilités d'investissement. C'est plusieurs milliards que le gouvernement a dit, je ne prends pas. Ceux-ci n'ont pas recouvré ça.
pour que l'usine s'installe pour nous. Mais il faut que nos hommes et nos femmes, que les Togolais et les Togolaises bénéficient des efforts collectifs. Le gouvernement a fait. Nous sommes autour de 10 milliards sur cette affaire de TVA, qu'eux, ils ne vont pas percevoir. Et à la fin de l'année, on dira qu'ils n'ont pas atteint leur performance. C'est des manques à gagner pour l'État. Le gouvernement compte sur la collaboration de tous pour une meilleure application de ces dispositions visant à soulager les populations de la vie chère. Des prix des produits donc revus à la baisse pour une alimentation saine et une alimentation saine pour un corps sain. C'est l'objectif d'une étude justement menée par l'Université de Kara. Il s'agit d'évaluer les politiques publiques et actions du gouvernement en matière d'alimentation dans le pays. L'étude a été présentée ce matin au public. Le compte rendu avec Antoinette Roma. Manger sain vous maintient en bonne santé. Constat rappelé par l'étude Promesse, projet promouvoir l'environnement et système alimentaire sain en Afrique de l'Ouest de l'Université de Kara. Néanmoins, nos sols ne permettent pas une bonne productivité. Consommer à l'excès les aliments transformés, ce sont là des comportements qui vont à l'encontre d'une alimentation saine. Note la même étude. Il s'agit d'aller collecter des informations pour faire l'état des lieux de toutes les actions qui sont menées afin de renforcer les bonnes actions et puis améliorer ce qui peut être amélioré pour que la population dispose d'une alimentation saine. C'est un projet qui réunit 5 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone et qui a pour objectif réellement d'évaluer nos politiques publiques en matière d'environnement alimentaire sain et de pouvoir proposer à nos gouvernements des actions prioritaires en vue d'améliorer ces environnements-là. L'évaluation des politiques publiques et actions pour une alimentation saine permettra de lutter contre la malnutrition, la sous-alimentation et l'insécurité alimentaire. Le Togo, notre pays, s'est engagé dans des réformes agro-pastorales, notamment en mettant en place des zones agricoles aménagées dans à peu près 400 qui aura lieu dans notre pays, dans le but de booster véritablement cette politique agricole. Ceux qui aujourd'hui organisent le secteur, qui vont former les gens qui vont produire, qui vont former les gens qui vont soigner les conséquences liées à la malnutrition et à la surnutrition, eh bien ça interpelle les universitaires. C'est une étude réalisée avec l'appui du laboratoire de recherche en nutrition et alimentation humaine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'objectif, c'est pour accompagner l'État togolais à améliorer ses actions en faveur d'une alimentation saine. Depuis 2015, 5 pays de la sous-région ouest-africaine se sont engagés à formuler et à mettre en œuvre un programme régional d'investissement pour le développement de l'élevage et du pastoralisme dans les pays côtiers. Après plusieurs rencontres, les acteurs se sont réunis hier, lundi, à Lomé pour la validation complète des documents régionaux, ce qui pourra enfin permettre de faciliter les mesures d'accompagnement et de mobiliser ainsi les ressources pour répondre aux besoins de l'heure dans ces secteurs. Le compte rendu avec Ulrich Amiga. À cette rencontre des décideurs du secteur de l'élevage des pays côtiers de la sous-région, des préoccupations spécifiques. Elles ont pour nom la réduction de la fracture en matière de développement des systèmes d'élevage, l'accroissement des besoins des matières premières de promotion du sous-secteur et le financement du secteur de l'élevage. Venus du Nigeria, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Togo, ces experts tablent sur la mise en œuvre effective des contenus des documents nationaux. C'est de regarder les propositions issues du diagnostic qui a été fait par les consultants dans les pays côtiers. Chaque pays a des composantes propres à ses spécificités nationales. Et nous avons naturellement des domaines qui ne peuvent pas être couverts par un seul pays. Il faut que les pays se mettent ensemble. Donc ce sont des contraintes que nous appelons contraintes d'envergure régionale. L'amélioration de la situation de l'élevage et du pastoralisme dans la sous-région, un engagement de la CEDEAO appuyé par l'Agence française de développement. Engagement qui cadre avec les priorités du gouvernement togolais. Dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025, qui traduit la vision du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essaouzoumen Gnassingbe pour le Togo, l'amélioration de la productivité de toutes les spéculations agricoles et des espèces animales reste un des projets prioritaires
du gouvernement togolais. Un diagnostic du sous-secteur élevage a été fait pour définir un plan stratégique durable donc de l'élevage qui prend en compte les aspects du pastoralisme, l'intensification de la productivité des filières animales, l'amélioration de la gouvernance du sous-secteur, l'amélioration de la santé animale et la valorisation des produits animaux. De ces assises seront issues des conclusions pouvant permettre au secteur de l'élevage de répondre aux besoins sécuritaires et alimentaires en bétail. Le financement de l'élevage est une préoccupation au centre de la politique de développement des actions gouvernementales sur le continent. Et pour répondre aux besoins de promotion du secteur, le Togo adhère donc au programme régional pour le développement de l'élevage et du pastoralisme dans les pays côtiers. Une démarche à avantages multiples, comme nous le fait découvrir Ulrich Amega dans le dossier qui suit. 15 à 40%, c'est l'estimation de la contribution de l'élevage au PIB agricole des pays de la sous-région. Le secteur demeure un pilier essentiel pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la création de richesses, la réduction de la pauvreté et l'amélioration des moyens de subsistance. Conscient de son apport dans l'économie et son importance dans le social, le gouvernement togolais y accorde une attention particulière. Le PIDEC, disons, national rentre dans le programme national dans le cadre de la stratégie du développement de notre élevage. Un diagnostic clair avait été posé pour montrer les faiblesses du sous-secteur de l'élevage. Et le PIDEC vient maintenant accompagner ce plan stratégique pour répondre aux besoins, surtout du déficit en produits carnés qui est structurel au niveau national. Donc par rapport à ça, l'accent serait mis sur la production de toutes les filières, notamment bétail, viande, la volaille, et aussi la filière lait a été considérée comme une de nos priorités. Des actions qui concourent à répondre valablement à la vision traduite dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le PRIDEC se présente aujourd'hui comme une solution à certains manquements. Nous devons augmenter la production. Et par là, il faut aller améliorer la productivité et toutes les espèces devraient contribuer à améliorer et réduire de façon structurelle le déficit en produits carnés. Parce que 90% de nos ménages détiennent les petits élevages. En ce sens également, il faut accompagner tous ces petits éleveurs. L'ambition, offrir aux populations les quantités suffisantes des produits carnés pour la consommation, mais aussi garantir à tous la santé et le bien-être. À ce jour du mardi 24 mai 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 37 062. 13 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 752. 2 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 37 et le nombre de décès est de 273. Un communiqué signé par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Et l'actualité sanitaire est également marquée par l'apparition depuis plusieurs jours donc de cas de variole de singes émergents dans le monde. Et c'est depuis ce mois de mai. Le Togo, pour sa part, a déjà mis en place un plan de riposte contre d'éventuels cas. À quoi ressemble exactement ce virus de la variole du singe? Quels en sont les symptômes? Comment la prévenir? Et faut-il s'inquiéter? Autant de questions qui trouvent leur réponse dans ce dossier de Antoinette Omao. Variole du singe ou virus monkeypox. C'est l'autre virus qui défraie la chronique depuis quelques semaines. Infection rare, anthropozoonose, la variole du singe provoque plusieurs symptômes, fièvre, maux de tête, éruption cutanée, douleurs musculaires et bien plus. Les ganglions que la personne a et les maux de gorge vont s'accentuer et vont être d'une ampleur très élevée. Contrairement au Covid-19, beaucoup plus difficile à maîtriser, la variole du singe semble beaucoup plus gérable. C'est un virus à ADN, gros virus, dont certains membres ont été même utilisés pour la recherche vaccinale contre la variole que nous avons connue, variole humaine. Et aujourd'hui, des vaccins existent basés sur la connaissance des virus de cette famille. Mais ce qu'on craint, c'est des émergences
variants plus virulents. La maladie est déjà signalée dans certains pays sur le continent, mais au Togo, pas encore de cas de variole détectés à ce jour. Néanmoins, l'alerte est déjà donnée. Nous avons mis en place les structures d'accueil et d'accompagnement nécessaires pour assurer cette réponse de façon efficace pour ne pas être surpris. Et lorsque dans votre entourage, une personne présente une maladie éruptive, c'est-à-dire des éruptions cutanées, du type vésicule, c'est-à-dire c'est comme quand vous êtes brûlé par le feu, la peau se surlève et il y a de l'eau qui est dans cette surlevation. Cette vésicule-là, quand vous avez quelqu'un qui a des éruptions de cette nature généralisées sur le corps, eh bien, il faut alerter rapidement les structures sanitaires. Donc, c'est le lieu pour nous de rappeler à tout le monde que les mesures édictées dans la COVID-19 restent d'actualité et que ces mesures peuvent aussi s'avérer efficaces dans la lutte contre cette maladie qu'on n'a pas encore chez nous. Des médicaments contre la maladie existent déjà, le vaccin aussi. Mais le risque chez les diabétiques, chez les immunodéprimés est élevé. Attention surtout à l'automédication. Et 3 cas de variole du singe ont justement été détectés du côté de la France. Et comme l'a dit Antoinette, même si le risque de contagion est faible, des cas graves peuvent surgir chez des personnes à risque, donc, et d'où la vigilance recommandée par des experts français. Regardez. Sa propagation ces dernières semaines a suscité de vives inquiétudes. Mais la variole du singe présenterait en réalité un risque de contagion très faible dans la population. L'OMS veut rassurer. Il s'agit d'une situation maîtrisable et nous pouvons mettre fin à la transmission. Il existe des antiviraux et des vaccins. Nous devons les utiliser de la manière la plus appropriée pour ceux qui sont le plus à risque. Les personnes à risque, les enfants, les femmes enceintes et les immunodéprimés, ces catégories peuvent développer une forme grave du virus. Et les symptômes peuvent être spectaculaires, des éruptions cutanées comme celle-ci, précédées d'autres manifestations corporelles. Ça commence par une fièvre et un syndrome grippal avec mal à la tête et des douleurs diffuses. Et au bout de 2-3 jours apparaît une éruption, c'est-à-dire des boutons, qui prédominent au niveau du visage et des membres et qui évoluent en plusieurs phases. Puis finalement, ça devient des croûtes et à ce moment-là, les gens guérissent. Les vecteurs de la maladie, le singe ou des rongeurs contaminés. La variole en question se transmet ensuite entre les hommes par les fluides corporels ou les lésions de la peau. Une cousine moins dangereuse de la variole, éradiquée depuis une quarantaine d'années et endémique en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Mais ce qui inquiète aujourd'hui les scientifiques, c'est la multiplication des cas en dehors de la zone de diffusion habituelle. Au moins 67 infections ont été recensées jusqu'ici dans 9 pays de l'UE, mais également au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada ou encore en Australie. Dans le reste de l'actualité sur le continent, l'ONU appelle à un cessez-le-feu et à la réconciliation à lire dans le nord du Soudan du Sud. La région est le théâtre d'une tuerie sans précédent depuis le début de cette année. Nous sommes à Lire, une petite ville située dans l'état d'Unity, au nord du Soudan du Sud. Depuis février, la zone est sujette à des violences qui ont fait une centaine de morts, une situation qui inquiète l'ONU. Ces attaques ont poussé des villageois à fuir leur maison et à se réfugier dans un camp de déplacés. Beaucoup de personnes ont été tuées dans le village et tous nos biens ont été pillés. Nous avons couru jusqu'ici pour nous protéger et pour voir si nous pouvions trouver quelque chose à manger. Malgré la présence des casques bleus, ces violences persistent. Face à cette situation, l'ONU appelle à la réconciliation et demande la fin de l'impunité pour ces crimes. La mission de l'ONU a toujours demandé que les auteurs de ces actes rendent des comptes. Et nous pensons qu'il ne faut pas laisser les choses se dérouler ainsi. Il faut que des enquêtes soient menées pour identifier les coupables. Car c'est la deuxième fois que le sud de cette région est confronté à ce genre de problème. Pour être franc avec vous,
Nous nous demandons si l'accord de paix est en fait mis en œuvre ou non. Car en ce moment, nos vies sont menacées puisqu'il n'y a pas de paix. La guerre civile au Soudan du Sud a fait près de 400 000 morts entre 2013 et 2018. L'accord de paix de 2018 prévoit un partage du pouvoir avec Salva Kiir au poste de président et Riek Machar comme vice-président. Mais il est resté largement inappliqué et la rivalité entre les deux hommes persiste. Retour en page nationale pour parler environnement. Le gouvernement togolais a institué depuis 1977 une journée nationale de reboisement. Et c'est le 1er juin de chaque année. Et l'objectif de l'opération de mise en terre de jeunes plants est de lutter contre l'avancée du désert en reconstituant le couvert végétal. Et face aux affres des changements climatiques, une question se pose. Faut-il forcément attendre le 1er juin pour planter un arbre? Eh bien, les réponses dans ce dossier de Chazanan Baga. Consacrée journée de l'arbre, les Togolais attendent généralement le 1er juin pour leurs opérations de reboisement. Si pendant longtemps les conditions climatiques ont été favorables au respect scrupuleux de cette tradition, ce n'est plus le cas ces derniers temps. La donne a changé. Tout comme l'agriculture, la sylviculture au Togo est fortement dépendante de la saison des pluies. Alors que ces derniers moments, on constate les effets des changements climatiques, les fortes chaleurs, l'irrégularité des pluies et surtout la mauvaise répartition de la pluviosité au cours de la saison pluvieuse. Ces différents chamboulements imposent dorénavant une certaine flexibilité ou une réadaptation des opérations de reboisement en fonction des humeurs de Dame Nature. C'est en fonction des zones climatiques que nous pouvons recommander s'il faut commencer la mise en terre des arbres ou il faut attendre un moment où les pluies vont commencer pour que ces arbres puissent bénéficier le maximum d'eau au cours de la saison pluvieuse pour espérer une réussite beaucoup plus élevée de la production de ces plants. Ainsi, tenant compte de la pluviométrie dans le sud du Togo de cette année, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières recommande un reboisement prématuré. Au cours du mois de mai, on a déjà enregistré des pluies qui sont plus ou moins permanentes au niveau du sud du Togo. Donc, dans la région maritime, la région des plateaux jusqu'à la hauteur de la région centrale, et la mise en terre des arbres peut commencer. Et maintenant, après le lancement de la campagne le 1er juin, je crois que ça pourra se poursuivre. Dans la partie septentrionale, au nord du pays, selon les prévisions météorologiques, les conditions pluviométriques ne sont pas encore réunies pour planter les arbres. Lorsque on considère la zone soudanienne du Togo, qui comprend les régions des savanes, la région de la Kara et une majeure partie de la région centrale, et certes, les pluies ont commencé, mais il y a risque d'observer des poches de sécheresse. Donc, il est beaucoup plus prudent d'attendre l'installation des pluies à partir du mois de juin, voire le mois de juillet dans cette zone, pour procéder aux opérations sylvicoles, les opérations de mise en terre des arbres. Le 1er juin reste et demeure la date officielle de référence de la journée de l'arbre au Togo. Cependant, les conditions climatiques diront quand et où il faudra commencer les opérations de reboisement dans les deux grandes zones climatiques du Togo afin d'assurer un développement optimal des jeunes plants. À l'université de Kara, l'heure de la pause a sonné pour les étudiants et les enseignants. Ils ont marqué donc une pause pour les activités pédagogiques pour se consacrer à celles culturelles et ludiques. Une manière d'évacuer le stress accumulé depuis le début de l'année et en se divertissant avant les évaluations de fin d'année. L'ouverture de la semaine de l'étudiant édition 2022 à l'université de Kara, c'est avec Nestor Monzo. Avant de prendre le virage des évaluations finales de l'année, les étudiants, les enseignants et l'administration de l'université de Kara
ont choisi cette semaine pour des activités extra-académiques pour se divertir et chasser le stress. C'est un avant-goût de cette semaine qui est ainsi donné à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. La semaine de l'étudiant cette année à l'Université de Kara est à sa 10e édition. Édition placée sous le thème « La jeunesse estudiantine face aux enjeux post-Covid-19 ». Le monde tel qu'il se présente aujourd'hui requiert que le milieu universitaire et la vie universitaire changent d'attitude, changent de mécanisme, changent de démarche. Et les enjeux, si vous rentrez dans nos amphis aujourd'hui, vous verrez que les étudiants ont tous des smartphones, ce qui avant était interdit. Mais aujourd'hui, c'est normal que l'étudiant vienne avec son téléphone parce que on allie à l'université en matière de formation les cours ou l'enseignement en présentiel avec celui en distanciel. Et pour recevoir un enseignement à distance, il faut avoir au moins un smartphone d'un bon calibre. Donc, c'est déjà un exemple pour montrer que le Covid nous a mis face à des enjeux nouveaux. Conférences, débats, activités culturelles et sportives, jeux concours. Voilà l'essentiel du menu de la 10e édition de la semaine de l'étudiant à l'Université de Kara. Le secrétaire général de cette institution, Egbao Assoti, a invité les étudiants à participer massivement aux activités afin de montrer leur talent, mais ceci dans le respect des mesures barrières. Et voilà, c'est sur cette bonne ambiance de détente à l'Université de Kara que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.